on va s'intéresser un petit peu à la désinformation et à tout cet environnement qui nous permet d'analyser parfois des informations, mais ces informations sont souvent traitées de manière très, très orientée. Et notamment, il y a les cercles presque familiaux, d'ailleurs les cercles familiaux néoconservateurs pardon, de l'Institute for the Study of War, qui est une des références de tous les analystes. Mais il faut bien comprendre que cet institut, il est managé par la famille Kagan. Donc vous voyez les quatre personnages principaux, et avec leurs liens aussi bien familiaux que on va dire, politique et oui, politique, oui, il n'y a pas d'autre mot, ou de chercheur, peut-être même de chercheur en tant que chercheur et historien, universitaire, les liens politiques et universitaires. Voilà, donc c'est quand même extraordinaire. Donc là, tu as les deux frères, les deux épouses et leur positionnement. Bon, il faut être clair, Hervé, c'est une secte. C'est une secte, celle des néocons américains, néoconservateurs, que George Bush père appelait les cinglés du sous-sol. Ils sont sous l'influence, il y a une double influence. Il y a l'influence de Léo Strauss, qui était un philosophe, qui était donc le père de cette conception de l'avenir du monde, avec un autre qui s'appelle Vaugelin, qu'on a cité ces temps-ci, et qui considère, Léo Strauss et Vaugelin, considèrent que contre le mal, tous les moyens sont bons. La fin justifie les moyens, donc, et eux définissent qui est le mal. C'est assez fantastique. Alors, ils ont bien évidemment pris comme exemple la lutte contre le nazisme. Alors, il y a d'autres écoles anglo-saxonnes qui sont violemment opposées à cette secte. Et puis, deuxièmement, il y a le parrainage d'une autre secte millénariste, messianique, celle des protestants sionistes, qui considèrent que l'installation d'Israël sur la totalité de la Palestine, c'est la réalisation des prophéties de la Bible, et que par conséquent, alors que les protestants eux reconnaissent l'arrivée du Messie. Alors c'est des télévangélistes, faut voir, ils ont des chaînes de télévision, faut voir ce qu'ils racontent. Et donc eux considèrent que d'abord Jésus est arrivé là-bas, mais en donner le contrôle aux Juifs, c'est de l'accomplissement des prophéties. Donc on est chez les fous. On est chez les fous, et malheureusement, ils ont une énorme influence sur le pouvoir actuel aux États-Unis, c'est-à-dire que Sullivan, Kirby, Blinken sont des néoconservateurs, appartiennent à cette secte. Bon, on ne va pas parler de Biden, il est sénile. Alors maintenant, sur les experts ou expertes des plateaux télé, il est toujours intéressant de regarder le CV des personnes. Donc là, c'est Madame Samantha de Berden. Et donc, alors, évidemment, elle a toujours eu des positionnements qui pouvaient être étonnants sur le plateau de LCI, très très tranchés. Et elle a intervenu beaucoup sur le conflit en Ukraine, et maintenant elle intervient sur le conflit entre le Hamas et Israël. Eh bien, quand on regarde son CV, on ne peut pas être étonné de ces analyses qui sont très, très orientées. Et il y a parfois d'ailleurs sur le plateau de LCI des échanges qui peuvent être assez, rudes entre d'autres peut-être experts qui, eux, n'ont pas son point de vue. Donc là, on est vraiment sur des gens qui sont affiliés à l'OTAN et qui sont tout à fait dans la lignée idéologique des néoconservateurs. Mais justement, ça, c'est intéressant parce qu'on a affaire à de faux experts. Ce sont de faux experts à des militants. On a affaire à des militants dont les compétences existent peut-être, mais elles disparaissent. C'est-à-dire aucune objectivité. Ils sont là pour faire passer un point de vue. Il y a une séquence, on peut la retrouver en cherchant, où il y a quelques années, sur un plateau, il y avait Fedorovski, qui parle fort bien le français avec un accent russe, qui est très drôle, et il était en face de cette personne qui disait il n'y a jamais eu d'engagement de ne pas étendre l'OTAN, tout ça ce sont des mensonges, c'est rien que de la propagande, etc. etc. Fedorovski lui disait mais écoutez madame, j'étais là quand Baker l'a dit à Gorbatchev, j'étais présent. À deux reprises, il l'a dit. Et aujourd'hui, c'est plus discuté. Il y a des documents qui l'établissent, etc. Peut-être que Gorbatchev a fait une erreur de ne pas en exiger un écrit.
au moment de la négociation du fameux traité 4+2, c'est-à-dire au moment où les Russes ont dit « Ok, on évacue l'Allemagne de l'Est et on est d'accord pour la réunification. » Mais voilà, et elle n'en démordait pas. C'était une hallucinée, quoi. Il lui disait « Mais j'étais là, c'est moi qui l'ai entendu. » Donc, c'est mon témoignage, je ne suis pas fou. Moyennant quoi, elle poursuivait. Alors, ils l'ont ressorti là, parce que, à mon avis, le fait qu'on sorte ce genre d'engin, c'est parce qu'on est en difficulté. On est en difficulté, d'ailleurs, on le voit. Je pense que tu vas en parler sur, sur la façon dont les discours sont modifiés. Alors, maintenant, on va parler un petit peu des réseaux sociaux. Cédric Imas, bon, il m'a bloqué, hein, Cédric Imas. Bon, je suis pas le seul, en général, il bloque les gens qui sont pas d'accord sur ses fines analyses. Voilà une analyse qu'il avait sortie il y a à peu près 2 mois. La chute d'efficacité de l'artillerie russe est une évidence pour qui observe les opérations. C'est vrai que les soldats ukrainiens, j'ai jamais entendu un seul témoignage de soldats ukrainiens relevant ce fait. C'est plutôt le contraire, hein, qui ressort chaque fois de ceux qui sont dans les tranchées et qui sont sur le front. Même la masse ne produit plus d'effet, notamment en empêchant l'artillerie ukrainienne d'agir. Les courbes d'efficience, bon ça c'est les trucs de Xavier Titelman, ça, les courbes d'efficience, les croisements des courbes, c'est son truc lui. Et elles se sont croisées et continuent, voilà. Donc toujours pareil, hein, c'est de l'expertise, en fait c'est de la militance, je ne sais pas si ça existe ce mot-là, de la militance, mais on est là, en fait ils cherchent à voir la situation au travers du prisme de leur opinion ou de leur engagement. En fait, un conflit, il faut d'abord le voir au niveau stratégique. Quels sont les paramètres stratégiques des belligérants sur le plan global et ensuite sur le plan militaire. Ensuite, une fois que l'on a fait ça, on va descendre au niveau opératif. On va regarder quels sont les grands mouvements de force ou les positionnements de force sur le théâtre. Et après, on va descendre au niveau tactique. Mais on ne fait pas le contraire. On ne part pas de micro-événements tactiques pour chercher à trouver du sens à partir de micro-événements tactiques. C'est une approche par le haut. D'ailleurs, quand on fait l'école de guerre, dès qu'on arrive à l'école de guerre, on nous dit bien, maintenant vous allez apprendre l'approche par le haut. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. D'ailleurs, je suis toujours étonné de voir les experts qui ont fait l'école de guerre sur les plateaux télé qui ont tendance à oublier cet axiome de départ. Mais oui, c'est ça. Il faut quels sont les grands paramètres, quelles sont les forces en présence, et ensuite on descend peu à peu, peu à peu. Et on voit ensuite comment ça se passe. C'est pas le contraire. Alors, pour la petite histoire, hein, je pense que Je l'attendais. non, mais bon, c'est quand même un truc extraordinaire parce qu'on passe Incroyable. d'un tweet militant. Bon, après, il fait ce qu'il veut, il pense ce qu'il veut, hein, moi je m'en fiche. Mais après, c'est mes bons amis, est-ce que vous pouvez donner une obole pour mon mariage? Non, mais bon. Avec le hashtag Ukraine. Oui, oui, bien sûr. Bien Non, mais sûr. sans aucun complexe. Alors il l'avait retiré, tu Ouais, l'as récupéré. Moi, je ne sais plus où je l'ai mis, ouais. je l'avais pris aussi, parce que c'est qui Cédric Mas? C'est intéressant de voir son parcours. Il a été journaliste dans des revues militaires spécialisées, Ligne de front, Tank et blindé, etc. Et donc, il est devenu militant de la cause ukrainienne, ce qui est son problème, mais il l'a fait, enfin, je veux dire, il a essayé de s'installer sur ce terrain-là. Quand on voit ce tweet, on se dit que l'aspect alimentaire est peut-être une des motivations, ce qui est assez déshonorant, mais bon. Bayou, le dirigeant des Verts, là, il avait félicité pour le mariage et appelé les gens à verser à la liste de mariage. Donc, si tu veux te marier, Hervé, tu vas mettre un hashtag Israël ou je ne sais pas quoi pour pouvoir demander qu'on abonde à ta liste de mariage. Non, mais c'est invraisemblable. Alors, ce Cédric Mas en question, finalement, comme par hasard, proximité du Parti socialiste, comme par hasard, il a été recruté par Mediapart. C'est-à-dire que chez Plenel, qui, au contraire de ce que croient beaucoup, n'est pas un trotskiste gauchiste, c'est quelqu'un qui a toujours défendu les intérêts américains, toujours. Là, il a pris quelques positions concernant le Moyen-Orient en essayant de prendre un peu de hauteur parce qu'il a sa zone de chalandise à préserver, mais on le voit en Syrie. On le voit dans tout un tas d'exactions commises par les Gémons, il les a soutenues. Et là, on a offert à ce Cédric Mas, parce que bien évidemment, Plenel a pris parti
pour l'intervention américaine en Europe centrale, il a soutenu le coup d'État de Maïdan, et donc Cédric Masse se retrouve avec une tribune, c'est lui qui continue. Alors je ne sais pas, parce que je n'ai pas été voir, je ne vois pas ça régulièrement, donc je ne sais pas s'il continue, mais c'est lui qui traite du conflit en Ukraine. Et tu as raison, il n'est pas le seul, hein, mais par des micros aspects comme ça qui permettent d'entretenir, de mentir d'abord, hein, et d'entretenir l'illusion que l'Ukraine peut l'emporter et va l'emporter. Hein, et on sait le mal que ça a fait. On sait le mal que ça a fait, tu en as parlé, hein, et à plusieurs reprises ici, on l'a dit, les gens qui font ça ont une responsabilité dans l'horrible bilan qui est celui des pertes ukrainiennes. En fait, les amis du gouvernement ukrainien, entre guillemets, ne sont pas forcément les amis du peuple ukrainien. Oula. Dans la situation, après, on peut bien sûr considérer que sur le plan du droit international, la Russie a envahi l'Ukraine, ça c'est un fait. Mais après, dans le déroulement des opérations, dans le déroulement de la guerre, il y avait des moments où tout cela aurait pu s'arrêter par des négociations dans lesquelles le peuple ukrainien s'en serait certainement mieux sorti qu'il risque de s'en sortir à l'issue de ce conflit. Et je parle bien du peuple. En commençant par faire appliquer les accords de Minsk. Mais c'est le peuple, puisque les gens du Donbass faisaient partie du peuple ukrainien. Oui. Hein, et les lois sur les minorités ne touchent pas que les russophones, elles touchent également les minorités magyares, toutes ces minorités linguistiques. Alors, on continue. Bon. Voilà. Hervé finalement, nous fait une petite séquence terminale là où on va pouvoir se moquer d'un certain nombre de gens. C'est un plaisir dont il ne faut pas se priver. Voilà, allons-y. Parce que Guillaume Ancel fait partie de ces experts hallucinés, je dis bien hallucinés. Hein, bon, il m'a bloqué également, puisque je n'ai jamais attaqué personnellement, je lui ai simplement dit une fois que son analyse, c'était de la science-fiction, et j'ai mis une photo de Cosmos 1999. Mais donc, suite à ça, il m'a bloqué. Mais parce que malheureusement, c'est de la science-fiction. En fait, quand on écoute les analyses sur le front russe va s'effondrer, ou son blog, moi de temps en temps je lisais son blog, je me disais mais d'où il sort ces trucs-là? Ou c'est de la poésie, ou c'est de la science-fiction, c'est un roman, mais il n'y a rien de sérieux en fait. Hein, même s'il peut avoir des positionnements qui peuvent être intéressants, j'aurai l'occasion d'y revenir. Alors, encore le général Paloméros, qui a un pilote, un général de l'armée de l'air, qui a été major général de l'armée de l'air, qui a été bien sûr également en charge de la transformation auprès de l'OTAN, puisque le poste d'officier général qui a été réservé aux Français lorsque, sous Sarkozy, on a réintégré l'OTAN, ça a été le poste lié aux transformations. C'est le poste qu'a occupé notamment Yakovlev, ainsi de suite. Donc c'est un poste, on est arrivé dans le jeu alors que tous les autres étaient installés. Hein. Donc c'est pas un poste, entre guillemets, majeur, la transformation de l'OTAN. Mais c'est un poste, par contre, qui les met en relation avec tous ces pays qui ont des velléités de rejoindre l'OTAN. Ouais, tu vois un petit peu les connexions. Et donc, encore une fois, problème du double standard, ce que l'on pouvait reprocher et que l'on reprochait factuellement à la Russie dans ses opérations en Ukraine, avec des frappes qui tombaient sur des immeubles civils. Alors après, on peut étudier le pourquoi du comment, ainsi de suite, mais en tout cas, c'est factuel, ça, en créant des dommages collatéraux. Face à l'intervention israélienne sur Gaza, avec un niveau de frappe quand même qui est inusité en termes de nombre de frappes depuis la Deuxième Guerre mondiale, eh bien là, on est sur le double standard. C'est qu'ils ne savent plus comment aborder le sujet. Donc, c'est un espèce de blougi-boulga idéologique. Bruno Tertré qui a dit dernièrement sur le plateau de LCI qu'il était légitime que les Israéliens bombardent des hôpitaux s'il y avait des cibles militaires à proximité. Bon, dans ce cas-là, ça légitime ce qu'ont fait les Russes sur Mariupol. Tu vois ce que je veux dire? Hein? Tu ne peux pas avoir deux positionnements. Le positionnement. Sauf que sur la fameuse maternité de Mariupol, Non, mais c'est un exemple. C'est un exemple. Oui, bien sûr. Ah, mais évidemment. Tu mets le doigt sur une réalité. Tout d'un coup, ils ont changé l'approche. Parce que le positionnement des forces du Hamas en proximité d'établissements qui sont problématiques pour être frappés, c'était le même, et ça a été le même, et d'ailleurs ça a été souligné par
de nombreuses ONG. Oui, c'est ça, de nombreuses ONG, dont il y a une, j'ai oublié le nom, qui avait fait un rapport d'ailleurs, il s'était fait à moitié incendie d'ailleurs à l'époque, c'était vers septembre 2022, parce qu'ils avaient noté que les forces ukrainiennes se mettaient souvent à proximité d'établissements ou des écoles ou des hôpitaux et ainsi de suite. Donc, et donc, ce que l'on a reproché aux Russes, qui était factuel, mais qui était aussi pour les mêmes raisons que les Israéliens, entre guillemets, frappent également de manière euh, indiscriminée ce type d'établissement, eh bien, en fait, il y a un problème médiatique en ce moment sur les plateaux télé. Alors, ils ne savent pas comment s'en dépêtrer, donc on est sur différents types de discours. Alors, bien, après, il y a bien sûr les journalistes militants comme Brice Couturier. Bon, tu parlais des anciens du Parti socialiste. Bon, lui, c'en est un exemple, hein. Euh, qui sont vraiment rentrés dans le militantisme et qui posent des questions du style qui accepterait d'habiter à côté d'une milice terroriste. Mais en fait, le problème, c'est pas la réponse, c'est déjà la question. La question, elle n'est pas bonne. Oui, évidemment. La question, elle n'est pas là. Hein, donc, une mauvaise question, forcément, ne peut amener ou pas de réponse ou que des mauvaises réponses. C'est un petit peu les questions que l'on posait aux gens de la LFI. Est-ce que le Hamas est terroriste? D'ailleurs, ils ont été assez maladroits parce que ils sont pas très bons, hein, la LFI. De toute façon, ils sortent des concepts qu'ils ne maîtrisent pas, alors qu'ils auraient pu très bien répondre de la même manière que Beau analyse très bien le positionnement du Hamas. Le Hamas, c'est une organisation de résistance qui a des modes d'action terroristes, mais qui n'est pas mondialiste. Voilà. C'est pas l'État islamique. Alors, sur Brice Couturier, il faut quand même rappeler que tu as bien choisi ta cible, mon cher Hervé, parce que s'il y a une énormité à proférer, Brice Couturier lève le doigt et il est immédiatement candidat. Voilà quelqu'un qui, je veux dire, Oui, ouais. a demandé qu'on tire dans le tas des gilets jaunes. Ah ouais, c'est Il vrai. a C'est vrai. Ouais. il fait partie de ces gens Ouais, qu'on on a. peut dire que Brice Couturier ne fait pas dans la dentelle. Non, voilà. Oh, bravo, hein, calembour magnifique. Hein. Eh bien, non, mais il fait partie de ces gens, mais c'est un des plus caricaturaux de tous ces gens qui, depuis le début du mandat d'Emmanuel Macron, parce qu'il ne faut pas oublier que Brice Couturier a écrit un philosophe président, hein, ou un président philosophe. Ah oui, à propos de Macron, hein, donc c'est un homme de cour, un lécheur professionnel, mais je veux dire, toutes les mauvaises actions, il les a faites. Toutes. Hein, en commençant par dire, il faut appeler l'armée et tirer dans le tas des gilets jaunes. Alors après tout, le Covid, les lois travail, la loi retraite, l'Ukraine, etc. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Je trouve que le traitement médiatique des événements, on va dire, majeurs au plan national, que ce soit les Gilets jaunes, que ce soit la pandémie, et maintenant au niveau international, a commencé à être biaisé à partir des Gilets jaunes. Oui, mais parce qu'on a eu toutes ces équipes, on a un pouvoir qui est minoritaire. Alors, il est minoritaire à l'Assemblée nationale déjà maintenant, mais on a un président qui est détesté, on a une arrivée bizarre d'un personnage sorti de nulle part, et on a un gros problème d'adaptation. Et puis bon, on a un pays divisé, et donc tous ces gens-là, finalement, c'est une espèce de bunker qui entoure le président de la République et qui le soutiennent quoi qu'il fasse. Alors là, effectivement, je pense que pour ce qui concerne Couturier, il y a une sympathie pour l'État d'Israël. Il prend le parti de l'État d'Israël avec des arguments, mais de folie, quoi. Mais le positionnement militant, il est bien de soutien à une orientation politique, qui est finalement celle de Macron. Celle de Macron, hein, celle de son pouvoir, celle de son système. Et ce sont les mêmes. Il y en a un en particulier qui m'apparaît, comme il est talentueux, qui m'apparaît quelqu'un d'éminemment critiquable, c'est Éric Nolot. Éric Nolot, si on regarde toute cette trajectoire dont je viens de parler, c'est-à-dire le mouvement des Gilets jaunes commence fin 2018, mais il est constant. Il est constant. Et donc là, sur l'Ukraine, bien sûr, sur le Moyen-Orient, bien sûr. Donc, c'est effectivement assez impressionnant. On a une caste, et c'est ce que je disais tout à l'heure, on a une caste qui
délivre un discours, et ce discours, et il y a eu un sondage qui a été fait par l'IFOP à la demande du CRIF, qui est inquiétant pour la communauté juive. Hein. Et donc, voilà, on a une partie, alors déjà, on a une partie de la population qui s'en désintéresse. La guerre en Ukraine et même la guerre au Moyen-Orient intéresse peu les Français, ou en tout cas les couches populaires. Hein. Et il y a un autre problème, elle exaspère, hein, la communauté musulmane. Elle l'exaspère parce il y a une solidarité instantanée, et donc on ferait bien d'y faire attention. Alors, c'est pas céder à un chantage que de dire ça. Au contraire, dire attendez, on a plusieurs millions de personnes qui ont une sympathie immédiate pour la cause palestinienne. Donc, faisons attention lorsqu'on aborde la question, faisons-le de façon équilibrée, balancée, en essayant d'être rationnel. Je sais bien que l'affectif et l'émotionnel dominent sur cette question. Alors, maintenant, toujours retour à la réalité. Hein, les experts maintenant. Alors, parfois, Rochebain, il est intéressant, hein, quand même. Je trouve qu'il a des questions qui peuvent être intéressantes ou, bon, de toute façon, ils sont face à l'évidence. Hein. Ben oui, les Russes, ils ont tellement été nuls qu'ils en sont là où ils en sont. Tu vois ce que je veux te dire. Hein, donc, tout le narratif depuis des mois, il est complètement démonté. Donc, il fallait voir les réactions en fait sur ce plateau-là, qui est normalement le plateau d'Éric Brunet, hein, avec ce qu'il y a l'ineffable Alain Péaudy, il y avait. On le voit pas trop. Poédie, poédie, ça Poédie. rime avec poésie. Oui, Voilà. justement, il faut que c'est le bon mémotechnique. Poédie, et puis le non moins fameux Michel Goya, enfin tout ce panel de personnes. Michel Goya qui avait tendance d'ailleurs à regarder un petit peu ses chaussures, hein, pendant que Darius Rochemin disait mais alors c'est quoi ce fiasco là, pendant des mois les experts nous ont dit en fait. Alors maintenant il y a un autre narratif qui se met en place, c'est que les Russes ils avancent parce qu'ils avancent, hein, même si c'est avec difficulté, parce qu'ils sont Poutine est cruel et que c'est pas grave s'ils sacrifient des hommes en fait. Alors que depuis le début justement, la problématique des Russes, c'est qu'ils ont peu d'effectifs d'engagés depuis le début, et que de ce fait-là, c'est une denrée rare pour eux. C'est pas par humanité, ça, c'est uniquement une approche pragmatique de la situation stratégique pour leur armée, leurs forces armées en Ukraine, et qu'ils ils sont arrivés à parité à peu près vers le mois de février avec les forces ukrainiennes, et que maintenant, ils pourraient avoir une suprématie en effectif lorsque les gens qui ont été les volontaires, les 360 000 volontaires, arriveraient sur le front. Hein. Donc pour eux, les effectifs, c'est quelque chose qui est important et qui ne veulent pas sacrifier comme ça de manière, irréfléchie. Donc on est toujours quand même dans ce discours-là parce qu'on va voir qu'à la fin, si les Russes gagnent cette guerre, atteignent leurs objectifs, parce que gagner, ça ne veut rien dire, ou tout ou partie de leurs objectifs, le discours, ça sera les Russes ont gagné parce qu'ils ont eu énormément de pertes, que les dirigeants sont cruels, enfin bon, bref, voilà. Ça va être ça. Bon, Hervé, quand tu Ouais. dis que Rochebain dit des choses intéressantes, c'est une crapule comme Éric Brunet, parce que pourquoi? Qu'est-ce qu'ils font? C'est eux qui ont été à la tête de cette propagande, qui ont été les organisateurs de cette propagande contre laquelle on a décidé de lutter pour faire de la réinformation avec la création de cette chaîne. Et là, maintenant, ils viennent dire à tous les experts stipendiés, payés, hein, qui venaient dire toutes les bêtises que tu as citées. Ah oui, mais dites donc, vous nous avez dit que des conneries. T'es gonflé, Rochebain, c'est toi qui les Ouais, as demandées. Hein. Et Brunet fait pareil. Hein. tous ceux qui disaient ça il y a 6 mois ou il y a un an, dont je fais partie, dont tu faisais partie avec Sylvain, ainsi de suite, on passait pour des pro-Poutine ou je sais pas quoi. En fait, ce n'était qu'une analyse factuelle et stratégique, en fait. Quels que soient les revers des Russes, les paramètres stratégiques faisaient qu'il y avait de fortes probabilités pour qu'ils soient en situation avantageuse dans ce conflit. C'est tout. Ouais. Bon, t'as parlé, t'as parlé de Goya. Maintenant, on va revenir à ton potentiel. Oui, mais Hein. justement, On on en dira revient à peut-être ce un que tu petit mot de m'avais dit. Yakovlev. Allez, vas-y, vas-y, C'est ce vas-y. que tu m'avais dit. Bon, il s'est Vas-y. fait un petit peu attaquer par Régis Le Sommier, parce que le fait est, c'est que sur la guerre en Ukraine, il a dit beaucoup de bêtises, hein, ça c'est clair. Bref, Régis Le Sommier aussi, il en a pris un peu plein la gueule, hein, lui aussi. Hein. Oula.
Parce que lui, il a eu des positionnements vraiment qui étaient courageux, hein, qui allaient à l'encontre de tout ce qui se disait, hein. Et puis il est allé sur le terrain en plus, donc il avait des retours de terrain. Et donc Guillaume Ancel qui a un positionnement qui est plutôt, on va dire, politiquement et stratégiquement intéressant, hein, sur le conflit en Israël, puisqu'il le dit ouvertement, hein, ce que fait actuellement Israël, même s'ils peuvent avoir une victoire militaire, c'est que globalement, ils sont en train de créer les futurs combattants du Hamas ou de notre mouvement, hein, par la haine qui va être et la rancœur qui va être déclenchée à l'issue de cette opération. Donc le positionnement est intéressant. Alors maintenant, j'ai écouté toute son intervention, hein, parce que ça commence comme ça. Donc là, évidemment, j'y souscris. Et puis ensuite, il dit voilà, les Israéliens auraient dû ouvrir la bande de Gaza pour laisser partir la population gazaoui avant leur opération sur le territoire israélien. Mais si tu veux, sur le plan opérationnel, c'est absurde ce qu'il est en train de dire. Et là, tu as une journaliste sur le bord du plateau qui lui dit mais attendez, quand voulez-vous qu'il fasse? Alors là, il dit ah, oui, vous avez raison. Enfin, c'est un petit peu un truc ce qu'il répond. Donc, tu vois, donc le problème, c'est que pourtant, c'est un gars qui a été opérationnel. Il y a des opérationnels qui sont complètement partis dans des discours un peu extravagants, des discours d'anticipation. Alors lui, il a un positionnement qui est intéressant sur le plan politique et stratégique. Et après, dès que tu parles sur le plan opérationnel, ben évidemment, ça se démonte. Parce que la problématique des Israéliens, elle est sur le plan opérationnel maintenant, hein. C'est comment faire. Hein, comment faire en faisant le moins de mal possible de manière inappropriée. Alors, Alors, ouais, je voudrais dire un petit mot sur notre ami Ansel, mais ça vaut pour Goya, ça vaut pour Yakovlev. Hein. Tous les trois, ils ont pas viré leur cutie, mais par rapport au Moyen-Orient, ils ont des positions qui sont plus réalistes. Ils ont des positions qui sont plus réalistes, encore que, mais tu viens de pointer leur méthodologie, leur sens de l'improvisation. Ça vaut pour Yakovlev. Alors Yakovlev, toujours en ricanant, hein, il a toujours cette espèce d'attitude là, et il vient expliquer que les gars du Hamas vont foutre une pilée à l'armée israélienne. Non, j'exagère un peu, mais non, mais c'est pas loin, quoi. C'est ouais, pas loin. t'as raison, tu as raison. Et il témoigne il prend parti pour le Hamas. Alors, pas sur l'aspect terroriste, bien évidemment, mais sur la dimension militaire. Hein, toujours cette façon, les punchlines de Yakovlev. Et ça démontre quoi? Alors, Goya, lui, il essaye de se raccrocher aux branches parce qu'il sait très bien qu'il va payer très cher ce qui s'est produit pendant cette année et demie où il s'est déconsidéré, hein, par rapport au statut qu'il souhaite avoir. Donc, ils sont en train d'essayer un petit peu de se récupérer. Je pense que ce ne sera pas possible. Mais de toute façon, tous ces analystes, la plupart, la majorité, avaient dit qu'il n'y aurait pas d'opération terrestre de Tzahal. Tu te rappelles, il y a 15 jours, je t'ai dit Oui, qu'il y en aurait une. Parce que je pars toujours du niveau stratégique et du niveau politique. Avec les déclarations qui avaient été faites par Netanyahou et la manière dont ça avait été traduit ensuite par Tzahal, c'était obligatoire qu'il y ait une opération terrestre. Obligatoire. Alors après, on peut le déplorer, on peut faire tout ce qu'on veut, mais c'était obligatoire. C'était inévitable. Voilà. ma question, Hervé, ma question, c'est est-ce qu'elle ira au bout? D'abord, oui. tu pointes, toi, l'absence d'objectifs stratégiques clairs, hein, et ça, c'est quand même un sacré problème. Et deuxièmement, il y a également tout l'aspect international. Hein, Blinken qui vient en disant écoutez, elle a un cessez-le-feu là, hein. Qu'est-ce qu'il a dit? Une pause humanitaire, oui, ça s'appelle cessez-le-feu. Hein, l'autre l'a envoyé à la pêche. Le Bah ouais. pourra-t-il toujours? Le pourra-t-il toujours? Est-ce que Netanyahou, il n'est pas sur un siège éjectable d'une certaine façon, hein? Parce que je pense que l'armée, je veux dire, n'est pas exactement sur la même ligne que lui. Enfin voilà, bon. Sur le plan opérationnel, comme j'ai dit précédemment, en fait, le gros déficit de l'opération israélienne, c'est qu'ils n'ont pas pris en compte les actions civilo-militaires. Alors, pas directement par eux, mais indirectement avec les ONG et l'ONU. Et je pense que ça va être possiblement la grosse évolution de l'opération des Israéliens en ce moment. De toute façon, ils vont y être contraints pour les raisons que tu viens d'évoquer, et même sur le plan opérationnel, parce que leur intérêt, ça va être que Gaza devienne une zone quasiment qu'avec plus que des combattants du Hamas et très très peu de population. Donc, ils vont créer des couloirs humanitaires très probablement, comme les Russes avaient créé des couloirs humanitaires
sur Mariupol. Je rappelle que ça avait été difficile quand même la négociation avec les Ukrainiens, pour les mêmes raisons d'ailleurs, parce que les Ukrainiens profitaient de la présence de la population pour éviter certaines frappes. Donc on est dans des situations de toute façon qui sont très très comparables, et d'où la difficulté de positionnement de ces fameux experts sur les plateaux télé qui sont obligés de dire le contraire de ce qu'ils disaient il y a quelques mois. Alors, pareil, le général Vincent Desportes, je trouve que c'est un gars qui en général est brillant dans ses analyses, même si parfois je ne le suis pas forcément, notamment sur ce conflit en Ukraine. Encore une fois, il le dit très bien, la notion de discrimination et de proportionnalité, c'est très important à la guerre. Ne pas se tromper de cible et être proportionnel dans les effets que l'on produit vis-à-vis de l'adversaire, en fait, pour éviter justement les dommages collatéraux. Et également, ce qu'il considère, c'est que cette non prise en compte des effets collatéraux et de leur dimension communicationnelle et politique, c'est une erreur stratégique. Donc, on en revient à ce que tu disais. Alors, bien sûr, après, il y a d'autres éléments qui ressortent, hein, notamment toujours dans la presse anglo-saxonne, hein, sur le conflit ukrainien. C'est comment va se terminer ce conflit, hein. Comment il peut se terminer? On n'est plus dans la question de savoir si l'Ukraine va gagner, maintenant c'est comment il va se terminer. Donc on voit toute l'inquiétude qui ressort maintenant dans la presse anglo-saxonne vis-à-vis de l'issue de ce conflit. Et bien sûr, je conseille à tous nos auditeurs de suivre l'excellente interview de Caroline Galacteros sur la chaîne que tu connais bien, Toxa. Elle est bien cette chaîne, hein. Oui, oui, Clémence Soudiakova est une fille assez extraordinaire, tout à fait vaillante, courageuse. Elle vient de se lancer dans un projet important, hein. Elle a réussi à récupérer quelques moyens, etc. Elle a une situation personnelle, familiale qui lui prend beaucoup, hein. Je veux dire, elle a eu, j'espère qu'elle ne m'en voudra pas de le dire, elle vient d'avoir un bébé, hein. Donc, vaillamment, elle mène cette opération qui est un outil de réinformation là aussi, Ouais, ouais. très vigoureux. Et donc, une interview de Caroline Galacteros, qui est une femme qui a eu des positions courageuses. Alors, parfois, elle a fait des choses qui étaient un peu imprudentes, hein. Quand elle s'est rapprochée d'Éric Zemmour, à mon avis, je pense que c'était une erreur, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais sur le plan les analyses géopolitiques et géostratégiques, elle est toujours très, très pertinente. Et c'est pareil, c'est une femme qui le paie et qui continue à le payer, ce positionnement-là. Une femme qui intervenait à l'école de guerre avant, il y a des années, hein, comme un autre un géopolitologue qui s'est fait virer d'ailleurs, Émeric Choprade, Ah que j'ai eu oui, en, que j'ai eu en cours à l'école de guerre, hein. Il s'est fait virer à un moment donné, je crois qu'il a été, parce il a été député du Rassemblement national, il me semble, c'est ça, oui. député européen. Ouais, voilà. Bref, je passe. En tout cas, je vous conseille à tous de regarder cette interview, elle est très très bien, comme d'habitude, elle est très très intéressante à écouter. Voilà, bon, voilà, ben écoute, on a terminé, hein. Oui, eh ben, c'est effectivement copieux, hein. Je pense que on a fait un tour. Bon, la fin était plus détendue, hein, dans un contexte qui est quand même Ouais. tragique par rapport à tous ces. C'est compliqué de parler en ce moment du conflit en Israël et en Palestine parce que il y a de l'émotion, mais il y a des faits qui ont été atroces au déclenchement du conflit le 7 octobre. Et maintenant, il y a des faits qui sont atroces dans les bombardements. Donc, on est dans l'atrocité du début à la fin, en fait. Voilà. Et c'est compliqué de chercher à analyser ça froidement. En cherchant à comprendre aussi ce qui se passe et aussi comment ça pourrait évoluer. Alors, l'émotion est telle, les affects sont tels qu'il y a des débats qu'on ne peut pas avoir aujourd'hui. Et ce n'est pas de la censure, hein. C'est qu'il faut être réaliste et savoir que ce n'est pas la peine parce que ça ne va pas être constructif. C'est de la même façon que faire de l'humour, comme M. Meurice l'a fait, avec son monopole payé par nos impôts, concernant Netanyahou. On imagine ce que je pense de Netanyahou, mais enfin, ce faux humour ricanant à ce moment-là.
Enfin, c'est Ah, mettre de mais... l'huile sur le feu. Oui, bien Donc, sûr, c'est alors, absurde. ça, c'était pour les comiques professionnels qui ne sont pas drôles, mais sur les débats, moi j'ai un sujet qui est celui du droit international. Hein, du droit international, quels sont finalement les cadres dans lesquels les protagonistes belligérants interviennent. Bon, mais je peux pas dire que à un de mes interlocuteurs, je m'en expliquerai sur cette chaîne aussi d'ailleurs, hein, mais un de mes interlocuteurs qui vient me dire Israël a le droit de se défendre, je réponds en droit international, non, non. Israël n'a pas le droit de se défendre. Israël est autorité occupante, hein, et depuis déjà un bon moment, et par conséquent, s'opposer à cette occupation est un droit international reconnu. Alors que le droit de faire ce que fait Israël aujourd'hui n'est absolument pas reconnu. Bon, je ne vais pas me lancer là-dedans, hein, parce qu'il faut justement s'abstraire de cette émotion. Il faut réussir à montrer à quoi sert le droit. Bon, personne ne va m'écouter. Hein. Donc, et je pense à tous ceux qui ont pris parti pour Israël et qui sont un peu en panique par rapport au risque que ça implique, parce qu'ils sentent peut-être confusément que l'Israël qu'ils ont connu est très menacé à terme. C'est mon opinion, hein, on la connaît, je l'ai déjà donnée dans une autre vidéo avec Kuzmanovic. Je suis assez pessimiste sur l'avenir final d'Israël. C'est pas la mienne. Bon, pardon? C'est pas la mienne. Oui, 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 je sais. Ben oui, c'est pas la sienne non plus. Hein. Mm. Enfin, encore que lui, il se place d'un point de vue politique en disant voilà ce vers quoi il faut qu'on aille. Et moi, quand je dis ça, c'est pas ce que j'espère, hein. Sûrement pas, parce que c'est une tragédie. Ce serait une tragédie, mais je pense que le pari de Theodor Herzl, c'est ma formule, hein, le pari de Theodor Herzl de créer un État-nation territorial juif à cet endroit, qui était je veux dire, un projet magnifique, je pense que malheureusement, ce pari est perdu. Sera perdu, hein, il n'est pas perdu pour l'instant, sera perdu. Voilà. Bon, Eh bien, écoutez, merci de cette attention longue, hein, et à très bientôt.